up a rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement content de recevoir mon invité, Robert Bonamy, que je salue. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, plutôt bien. Et vous? Plutôt. Ah ben comme je vous le disais hors champ, je pète la forme. Comparé à 12 jours, je pète la forme. Je suis très content de vous recevoir, Robert Bonamy, parce que on va parler d'un livre que vous avez écrit qui s'intitule Cinéma au pluriel en commun, donc voilà, qui est édité les éditions de l'Œil. Et pourquoi je suis très content de vous recevoir? Parce que dans ce livre, le cinéma, c'est un recueil de textes. De textes, comme vous le dites, qui ont été rédigés parce qu'il y a eu aussi d'autres rencontres, des entretiens, des collages, des photos. Il y a eu des choses qui ont été faites, des explorations, des recherches qui ont abouti à ces textes-là qui ont été publiés. Ça, on va y revenir aussi. Et les films, ça parle donc de films, bien évidemment. Et ces films que vous nommez, que vous développez, que vous décortiquez, que vous faites vivre aussi, revivre. Ça aussi, on va parler du style que vous utilisez dans ce livre qui me plaît beaucoup. Ce cinéma-là, c'est le cinéma qui, pour moi, vraiment promet quelque chose depuis plus de 25 ans, c'est-à-dire un monde, quoi. Et donc, je suis très content de parler de cela avec vous, de parler de ces films-là. Par exemple, il y a Tariq Teglia qui est nommé et que je porte tellement haut que ça en devient même vertigineux de ma part. Et aussi Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval. Voilà. C'est vraiment un cinéma qui me plaît, qui me parle beaucoup. Et je suis très content d'en parler avec vous. Et je suis extrêmement curieux aussi parce que j'ai pas mal de questions à vous poser. Mais avant cela, au moins, vous présentez Robert Bonamy. Robert Bonamy est maître de conférences en études cinématographiques à l'université de Grenoble-Alpes. Il a aussi il co-dirige aussi de l'Incidence Éditeur, donc qui est une maison d'édition. Et donc, on peut dire que c'est une forme de poétique édite. Première question. Avoir une maison d'édition comme de l'Incidence, est-ce que c'est comme un programmateur dans un festival de cinéma, à savoir, on dit souvent qu'un programmateur dans un festival de cinéma, c'est comme un critique de cinéma, c'est-à-dire qu'il y a une subjectivité qu'il va défendre à travers quelques films, quelques promesses. Est-ce que dans le cinéma, quand on a une maison d'édition comme la vôtre, qui est une maison d'édition exigeante, est-ce que c'est aussi une manière de transmettre une certaine idée du cinéma? Oui, oui, assez précisément même. Disons que s'il y a une praxis de la programmation qui est un peu sur un mode qui consisterait à défendre des films selon, disons, des passions, des découvertes, la volonté de faire partager les films selon la programmation, je pense que être éditeur, pour moi, là, ça fait maintenant... Ça fait un bout de temps, il y a plus d'une cinquantaine de livres dans le catalogue, mais c'est tellement de travail d'éditer un livre, mais un travail réjouissant que quand on est deux dans l'équipe, mais quand on édite un livre, c'est parce qu'on le défend ardemment, et quand on édite un livre qui concerne le cinéma, plus particulièrement le cinéma contemporain, pour ce qui concerne les livres les plus récents, c'est aussi une idée du cinéma que l'on défend, assurément. Bon, évidemment, dans le catalogue, il y a des livres pour lesquels je me suis plus battu que d'autres, qui sont plus importants pour moi, intimement, politiquement, intellectuellement, amicalement, que d'autres. Mais voilà, je pense que les deux gestes que vous évoquez sont très très liés. Sont un peu main dans la main pour moi. Et d'ailleurs, la programmation m'intéresse beaucoup. Donc, l'édition, programmation et écriture. Pour moi, faire de l'édition, c'est faire de la recherche et l'écriture de l'ouvrage pour lequel vous m'avez invité. Alors, c'est surtout à moi de vous remercier pour cette invitation et pour la curiosité que vous portez à ce livre et pour les mots déjà beaucoup trop élogieux que vous avez prononcé à son sujet. Mais oui, pour moi, cette manière de travailler dans Cinéma en commun sur quelques films, de les réunir en fait,
autour d'une table des matières, mais pas trop sagement non plus, parce que toute table est susceptible d'être renversée à tout moment. Donc c'est aussi un geste qui a à voir avec la programmation et la façon dont j'écris un livre. Évidemment, je l'écris avec aussi mon expérience d'éditeur, assurément. Donc, et dès que j'ai commencé à écrire les chapitres de manière autonome, évidemment, il y avait un désir de réunir ces cinéastes pour produire, pour proposer, disons, ce livre. Mais vous ne réunissez pas tous les cinéastes que vous souhaitez, parce que vous le dites très bien, ça peut, c'est comme un repas chez Keshish, ça peut partir en vrille. Et je pense par exemple à la graine et le mulet, parce que, alors, vous avez évoqué effectivement le terme de la table, le concept de la table, parce que c'est ce que vous dites dans votre livre, que s'il y avait quelque chose qui les rassemblait, s'il y avait un mot qu'on pourrait, et je trouve ça très joli, c'est très élégant, je trouve, l'idée de cette table-là, où effectivement, parce que dans une table, il peut y avoir pas mal de personnalités forcément diverses, il peut y avoir d'horizons aussi diverses, mais et vous dites, il manque certainement des noms, des visages, mais il vaut mieux qu'il n'y ait pas tout le monde, parce que finalement, il n'y aurait plus rien en commun. Je ne sais pas si c'est un peu ce que vous dites, si j'ai bien compris la situation. Et moi, ça m'a assez intrigué, cette idée qu'à ce moment-là, qu'il n'y ait plus rien en commun, alors que tous ces gens-là, quand on voit leurs films, c'est des films qui se parlent entre eux, finalement. Oui, disons qu'en aucune manière je souhaitais être exhaustif dans la liste des invités, ça c'est certain. Et puis surtout, évidemment, chaque film, ça part d'une expérience de cinéma à chaque fois, et ces films ont été des détonateurs, sinon des déclencheurs d'un désir d'écriture, de pensée, de cinéma aujourd'hui, mais à venir, pour avenir, quoi. Et oui, en aucune manière il s'est agi pour moi d'être exhaustif, mais plutôt de partir comme ça de quelques, non pas des impressions, mais des véritables expériences, des fulgurances en fait filmiques ces dernières années, disons ces 5-6 dernières années, qui m'ont permis de réunir au fond des cinéastes qui certes peut-être auraient des choses à se dire, mais qui n'échangent pas forcément extrêmement régulièrement, qui se connaissent pas forcément d'ailleurs, même si moi j'aurais bien envie il y a une espèce de dialogue en fait, même s'il n'est pas réel, il est sans doute, disons, il se fait à travers les films. Alors parmi les cinéastes à propos desquels j'écris, il y en a qui travaillent ensemble, hein. Par exemple Tariq Teggia, le cinéaste algérien Tariq Teggia et Rassan Salab. Rassan Salab intervient dans un film de Tariq, par exemple, et Tariq d'ailleurs, réciproquement, enfin ils se connaissent bien, c'est une évidence. Nicolas Klotz a écrit plusieurs textes, au moins 2 ou 3, au sujet du cinéma de Tariq, des films les plus récents de Tariq Teggia, des quelques films de Tariq, et puis Pierre Creton habite en Haute-Normandie, à quelques kilomètres d'où travaillent et vivent Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval. Donc il y a une espèce à la fois d'une internationale méditerranéenne, du cinéma arabe en fait, qui existe dans le livre, mais il y a une micro-internationale qui existe en Haute-Normandie, entre le pays de Caux et Fécamp, entre le cinéma paysan de Pierre Creton et à quelques kilomètres le cinéma renversant de Klotz et Perceval. D'ailleurs, Nicolas Klotz est dans le dernier plan, dans les dernières minutes du plus récent long métrage de Pierre Creton, Le Bel Été. Donc, et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est de travailler sur des collectifs. Donc, j'envisage le collectif Boris Barnett, donc notamment composé de la coordination des intermittents et précaires de France. Donc ça m'intéressait beaucoup de travailler sur la notion des collectifs, naturellement, eu égard à la notion de commun. C'est assez aisément compréhensible, mais notamment pour réfléchir au devenir des collectifs, notamment du côté du cinéma, disons, plutôt, je dirais pas politique, mais le cinéma impliqué, disons, et dans une espèce à la fois de prolongement ou de sillage vis-à-vis des groupes Medvedkin, Vertov, et donc pourquoi Barnett. Et il se trouve que plusieurs des membres du collectif
Pardon. On fait des films par ailleurs, travaille dans le contexte d'un laboratoire artisanal. Donc voilà, en fait, les communs sont multiples. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas de faire un comme un dans C'est une ce que vous dites. unité, Ouais. mais plutôt de travailler sur la façon dont ces multitudes s'entrecoupent, en fait, comme qui dialoguent plus ou moins clandestinement, parfois très directement, et s'offrent à des intersections possibles, surtout en ceci qu'elle questionne ce qui vient, je crois. Voilà. Je trouve ça très beau ce que vous dites là, questionner ce qui vient. Alors, permettez-moi une petite digression, j'ouvre une parenthèse pour juste au moins nommer les cinéastes et films que vous évoquez dans le livre, et ensuite on continuera la conversation. Il y a l'Heroic Land que j'avais découvert aux rencontres cinématographiques de Béjaïa, en la présence même de Nicolas Claude et Elisabeth Perceval, c'était Saad Chakali, que peut-être vous connaissez, je pense, Saad Chakali, parce que il y a des connexions entre la manière qu'il a de questionner le cinéma et la vôtre aussi. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de connexions. C'est un livre de connexion. Ça, j'ai l'impression d'être en fait en territoire familier. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait dès le départ. Et Dieu sait que je suis dans un trop plein de subjectivité, mais Dieu que c'est bon de se retrouver dans un territoire familier avec des images qui nous regardent qu'on apprécie et surtout des personnes comme vous qui avait une manière de regarder ça. C'est tellement rare aujourd'hui que ça en devient. Voilà, c'est intéressant. Donc, il y a l'Heroic Land de Nicolas Claude et Elisabeth Perceval. Il y a bien évidemment Révolution Zenge de l'ami Tariq Teguia. Il y a aussi un court-métrage, enfin un film de 20 minutes sur Tariq Teguia, ça on va en parler. Il y a La Vallée de Hassan Salhab, le cinéaste libanais. Salaud d'argent, que ma langue s'attache à mon palais, du groupe Boris Bardet, que je ne connaissais pas. Et je vais revenir ensuite avec vous sur ce collectif. Il y a Brûle la mer de Nathalie Nambo et Maki Bertchach, et il y a Va Toto de Pierre Creton. Et je crois que Pierre Creton, il y a une rétrospective récemment, si je me trompe pas, c'était le cinéma du réel, je crois, récemment. C'était ça. Donc voilà. Je referme cette parenthèse. Je voudrais revenir au groupe Boris Barnet. Ça m'a beaucoup. Je connais pas du tout. Je n'ai jamais vu leur film, donc pour moi c'est vraiment une découverte. Mais c'est vrai que on parle souvent dans le livre. Vous parlez souvent d'un cinéma fait de manière seule ou alors en duo, mais c'est avec une espèce d'incointance comme ça de solitaire, mais qui recherche finalement à ne plus l'être seul. Et là, l'idée que ça soit un collectif, un groupe composé de plusieurs personnes, ça m'a assez intrigué parce que je me suis toujours posé la question de savoir si on pouvait faire ce genre de cinéma en étant dans un groupe. Aujourd'hui, je parle de cinéma contemporain d'aujourd'hui, je parle pas de celui des années 70 où c'était normal, on va dire ça comme ça. Oui, alors vous avez raison, hein, j'envisage d'abord plusieurs cinéastes qui, soit à deux, soit tout seuls, décident seuls de ne plus être seuls, selon la formule de Franco Fortini que je convoque à la fin de l'ouvrage. Et en même temps, j'avais aussi très envie de travailler sur ces notions de collectif, de groupe. Alors j'aurais pu en choisir d'autres, hein. Je m'intéresse par exemple beaucoup au collectif des scotcheuses qui interviennent aussi sur une méthode artisanale, la pellicule, le laboratoire artisanal, et aussi sur des zones à défendre, des lieux à défendre. Là, en fait, j'ai découvert. Alors c'est très étonnant parce que beaucoup des films au sujet desquels j'ai écrit dans le livre, je les ai découverts à peu près la même semaine, à vrai dire, ou alors à peu près au même endroit, parce que même si c'est pas un endroit que je fréquente très régulièrement, il s'est trouvé qu'à un moment donné, il y avait comme ça une programmation qui a surgi et qui m'a beaucoup interpellé, qui était celle du FID à Marseille, le Festival du film à Marseille, où a été projeté donc la même année le film de Claude Perceval et le film de Pierre Creton. Et au Vidéodrome à Marseille avait été montré le film du collectif Barnett dans une projection, disons, en 16 mm. Alors, ce film, Salaud d'argent, disons, c'est une espèce de travail à la table, comme on parlerait de travail à la table dans les arts vivants, mais le cinéma, je pense, le cinéma qui m'intéresse, c'est on ne peut plus vivant, et en fait, c'est sa vivacité qui m'intéresse tout particulièrement. Et c'est un film qui se caractérise évidemment par ses choix techniques, qui est lié au laboratoire artisanal
qui s'appelle L'Abominable, qui est à La Courneuve, avec quelques figures assez connues, notamment Nicolas Rey, mais on est vraiment dans un collectif avec des personnes qui viennent d'horizons assez différents, en fait. Et donc, c'est pas le seul film du collectif Boris Barnett, du groupe Barnett, qui se caractérise par des films soit d'intervention, mais là, la particularité de ce film, c'est qu'il a été fait sur plusieurs années, un montage au long cours qui se construit en fait dans le lieu d'accueil de la coordination des intermittents et précaires, et en même temps que ce lieu allait être détruit, en fait. Et tout ça se passe, ce coup, disons, avec un texte de Faulkner, Si je t'oublie Jérusalem, qui lui aussi a une structure extrêmement particulière en fait dans l'architecture, qui est l'architecture romanesque de Faulkner. Alors c'est surtout pas une adaptation, mais c'est plutôt, je dirais, alors moi j'avais parlé de brouillon d'après, c'est comme s'il s'agissait de faire de remettre le texte de Faulkner au travail, mais dans son processus de travail, comme si, dans la volonté d'atteindre à la matière, comme ça, du brouillon, sauf que le brouillon, il vient après, et que ce serait une espèce de brouillon cinématographique. Le texte s'intitule Comme un brouillon. Alors bon, c'est un peu compliqué ce que je raconte sans qu'on ait vu le film. Non, pas du tout. C'est très clair pour moi, en tout cas. Non, je comprends. C'est très, très clair. Alors, le film peut être découvert en ligne sur le site de la coordination des intermittents et précaires, évidemment dans une copie numérique. Il faut, je crois, pour faire pleinement l'expérience de cette installation, de cette projection, le voir en pellicule, comme j'ai eu la chance de le voir. Mais bon, après, on peut découvrir le film aussi actuellement assez aisément en ligne. Voilà. Alors, dès le début du livre, il y a une espèce de préface de Nicole Brenez qui serait... je ne vais pas avoir l'outrecuidance de présenter Nicole Brenez, qui n'est plus à présenter. C'est quelqu'un de très important, en tout cas, dans le rapport à l'archive, le rapport à l'histoire même du cinéma, de la sociologie, le rapport de l'intériorité même des films. C'est une personnalité passeuse, en quelque sorte. Et à un moment, donc, elle dit, en gros, elle écrit, en gros, elle pose des questions, elle dit, est-ce que c'est encore question de politique? Non. Question de discours? Non, etc., etc. Puis, il y a cette phrase assez géniale, parce que discrète, en quelque sorte, même dans la manière, dans la typographie. Est-il question d'amour? Et elle dit, oui, sans doute, certainement, oui. Et vous, plus tard, vous parlez du mot, vous utilisez le mot désir. Et je voulais savoir, est-ce que ce désir de d'écrire, de trouver des connexions, de les mettre tous à table, tous ces films-là, ces plans, ces images, ce désir, est-ce qu'il y a aussi dans ce désir l'envie peut-être de retrouver de questionner aussi si l'image a encore un sens aujourd'hui de notre... si l'image a encore un sens aujourd'hui, vu qu'on est tellement entouré depuis pas mal de temps d'images, sans qu'il y ait, on va dire, une espèce d'encadrement, est-ce qu'aujourd'hui, ce désir émane du fait d'une question, l'image a-t-elle un sens aujourd'hui? Ça, c'est une question, moi, qui m'intéresse beaucoup, que je pose assez souvent, parce que moi-même, je n'ai pas de réponse. Oui, alors il y a plusieurs choses dans votre question, et plusieurs choses qui m'importent énormément. Donc, vous avez mentionné le nom de Nicole Brenez. Oui, on va dire que l'orientation récente de mes travaux doit quand même pas mal aux lectures que j'ai pu faire des textes de Nicole Brenez. J'ai pu éditer son livre, un de ses livres assez récemment, qui s'intitule Manifestation, que je considère que je suis très heureux d'avoir édité, tant j'ai énormément d'estime pour son travail, et aussi pour la modalité de son travail. Et ce qui m'inspire surtout, c'est la façon dont elle est dans une modalité quand elle travaille sur des cinéastes, c'est par passion, et c'est pour les défendre, de les faire découvrir. Et c'est ça le désir d'écriture tel qu'il se manifeste dans Cinéma en commun, c'est que à chaque fois, en fait, j'écris sur ces films-là parce que je les aime terriblement et follement, et que je les considère décisifs et très importants pour le cinéma à venir, mais peut-être aussi parce que je crois qu'ils
qui marque quelque chose. Et je pourrais revenir sur ce que j'entends par commun, puisque alors quand elle dit ce qu'il n'est pas question de politique, je dirais il n'est pas question de parti, disons. C'est quand je dis commun, c'est pas une perspective communiste, disons. Oui. Même si certains penseurs aujourd'hui pensent que le communisme est à venir, moi je suis pas trop sur cette ligne-là. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que deux penseurs américains qui s'appellent Stefano Arnay et Fred Moten appellent les undercommons, c'est-à-dire les sous-communs. Il y a la première traduction de ce livre qui va apparaître en 2021 aux Presses du Réel. C'est-à-dire, c'est pas l'universel en fait, c'est plutôt les communs d'en bas, le soubassement, les communs de ceux qu'on écarte, des espaces fugitifs qui sont pas du tout du côté de l'injonction supérieure du vivre ensemble, d'être commun précisément, mais plutôt, les undercommons, cet espace fugitif de l'invention d'en bas. Alors, c'est des espaces qui sont de lutte contre l'exploitation. Les combats, ce sont pas ceux. Les combats de ces films-là, c'est pas ceux que les exploiteurs imposent, c'est plutôt des espaces de fuite, des propositions, des retournements, des horizons vers lesquels on regarde potentiellement. Et oui, ce serait plutôt ça. Et du coup, il y a des liens qui se tissent. Par exemple, si Claude Sepercemal m'ont tant intéressé dans l'Erikland, c'est certes un très grand film sur plutôt avec les réfugiés dans les campements, dans la jungle de Calais, avant le démantèlement et toute l'énergie électrique qui existe et qui vit dans son lieu, mais c'est aussi un film qui est habité par la pensée du marronnage, en fait, et qui mobilise, en fait, cette idée de la fuite des esclaves, et qui ainsi, à partir d'un temps présent, d'une actualité, à partir d'un film d'actualité, va creuser le temps et va vraiment créer, produire cette pensée assez vaste, en réalité, et qui, par exemple, travaille, à mon sens, convoque la pensée du marronnage, notamment dans cette magnifique scène finale sur la plage. Sur la plage, avec la musique de Leonard Cohen. Ouais. Et au fond, j'ai fait le lien, par exemple, avec Révolution Zenge de Tariq Teggia, dans la façon dont Tariq Teggia va chercher cette archéologie comme ça des Zenges qui désignent les Noirs africains dans l'empire de Bagdad au IXe siècle, en fait. Et cette façon dont dans le soulèvement des esclaves noirs Zenges va lui aussi convoquer comme ça une ampleur historique qui me semble importante. Alors, c'est comme ça que ma pensée elle a circulé à travers des remontées comme ça de formes filmiques que je trouve personnellement parmi sans doute les plus inventives. Aujourd'hui, quelque chose d'un peu nouveau apparaît, qui est très déstabilisant, qui produit quelque chose. Et tout ce qui est comme ça, c'est ce qui est en dessous, c'est sous-bassement, en fait. Je crois que c'est de là que peut naître la véritable intelligence collective pour l'avenir. Et je crois que, comme en musique, la musique a été marquée par des inventions extrêmement puissantes du côté des undercommons, la musique jazz par exemple, même si on écoute Archichep, on ne devrait pas l'appeler jazz, là j'ai découvert un très beau film qui s'appelle Jazz de Mauricio Hernandez sur le site dérive.tv, en fait, qui est très très éclairant sur ça. Et ces undercommons, ça peut passer aussi pour le groupe Boris Barnett par des techniques de cinéma artisanal, en fait, qui ont quelque chose de la fabrique qui pourrait paraître, disons, en marge, mais qui en même temps permet d'autres gestes, d'autres laboratoires, d'autres pensées. Et pour le cinéma de Creton, on est du côté du cinéma paysan, ou en tout cas qui va travailler comme ça le désir vis-à-vis aussi d'autres physiques, notamment agriculteurs, le désir homosexuel, dans une simplicité filmique qui dialogue, je crois, avec ces sous-communs, en fait, et qui est aussi une manière, à sa façon, assez simple, d'être une sorte de fugitif local dans son pays de cœur, en Haute-Normandie. Voilà. Et tout ça, en fait, ces sous-communs, ils sont pas forcément, certains s'affichent directement subversifs, d'autres s'affichent peut-être plus directement politiques, engagés, mais je crois que, en tout cas, tous
sont animés par une esthétique du désir et du partage qui a à voir avec le monde, au moins autant de monde que de cinéma dans leurs films. Exactement. Alors c'est marrant, vous évoquez Archie Shepp, mais Archie Shepp, si je me trompe pas, c'est aussi Roma Wallantouma, pardon, Rome, enfin Rome en plutôt que arabe, vous, Rome plutôt que Roma Wallantouma, où il y a cette fameuse séquence où en travelling ce latéral travelling. qui est fait juste remarquable. Et d'ailleurs, c'est là que le titre est dit, Roma Wallantouma. Vous parlez de Pierre Croton. Alors, si vous me permettez, juste lire un extrait, page 125. Donc, c'est quand vous parlez de Pierre Croton, Va Toto, comme un sommeil, et vous dites toutefois, plutôt que le retrait de la solitude et du repli, sa vie et son cinéma, donc de Pierre Croton, sont davantage du côté du multiple. Une constante de son cinéma est l'ouverture à d'autres voies, d'autres vies qui disent aussi la sienne, et son existence comme ses films se construisent à travers et avec les habitudes, les rêves, les fantasmes, les douleurs et les désirs des autres, animaux compris. Bon, animaux compris, c'est par rapport au fait de l'endroit où il vit. Mais ce que vous dites là, ça correspond parfaitement, par exemple, à Teguilla, quand on se pose un peu, ou alors à Nicolas Claus et Perceval. Et en fait, ce moment-là, ça peut aussi, donc, si on veut comprendre, on veut un peu voir ce que c'est que ce cinéma-là, c'est un peu ce que vous dites là-dessus aussi. C'est quelque chose qui peut s'accorder aussi aux autres films dont vous parlez dans le livre. Oui, je ne peux être que très heureux de ce que vous êtes en train de me dire, puisque ça veut dire que vous avez très précisément lu le livre comme j'aurais voulu qu'il le soit. Voilà. Donc, si cette phrase, qui en effet, a priori, concerne un cinéaste qui a une vie très reculée, une méthode de travail locale, en fait, dans le Pays de Caux, pourrait se retrouver associé Ah oui, avec oui, un carrément. cinéaste qui explore le territoire méditerranéen, son histoire et ses espaces comme Teguia, je crois qu'il Ah y a bah, quelque chose qui a fonctionné. Ouais. enfin, je suis désolé de vous couper la parole, mais une constante de son cinéma est l'ouverture à d'autres voix, d'autres vies qui disent aussi la sienne. Enfin, c'est carrément ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que vous parlez aussi, enfin assez drôle. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis drôle, c'est les faits qu'il y ait pas mal de connexions comme ça, assez jouissif peut-être plutôt. C'est que vous parlez surtout aussi de voir, de qu'est-ce que voir en fait. Et je me souviens très bien de la fin de Inland, où l'acteur principal, dont j'ai oublié le nom, et c'est bien dommage parce que c'est quelqu'un de fascinant, qui dit j'ai vu, et si je me trompe pas, qui dit j'ai vu, non, oui, qui dit je veux voir, pardon, et c'est dans Revolution's Edge à la fin où il a dit j'ai vu. Il y a comme ça ce rapport très très particulier, et c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que l'image a encore un sens? Finalement, on croit que tout est compliqué, mais les choses sont très simples, ils veulent voir. Ces cinéastes Oui, veulent voir, tout simplement. oui, moi je suis assez d'accord avec Tariq Teghia sur ce point. Je pense que ces cinéastes ne donnent pas le primat au logos, ni au Hmm. savoir. Et dans cette espèce de tension entre voir et savoir, il y aurait d'abord le voir et qu'une image. Les mots en diront. On ne peut pas partir du principe que les mots et le savoir en diront plus qu'une image, en fait. Et c'est pour ça que c'est qu'elle soit visuelle ou sonore, d'ailleurs, cette image. Et dans cette opposition, je sais que par exemple Godard, ça l'a intéressé plusieurs fois, à plusieurs reprises beaucoup en fait, cette distinction voir et à savoir. Moi je suis assez du côté de Tariq sur cette question du voir en fait. Hmm. Bon d'ailleurs dans le dernier travail que j'ai vu de lui, c'était cette exposition photographique au Oui, à Centre Pompidou. Pompidou, où Hmm. cette question du voir était aussi était remobilisée en fait. Et quand vous et donc oui, moi j'ai beaucoup de, je suis pas dans une idéalisation du voir cinématographique, même si ça permet d'aller voir ce qu'il y a sous. On retrouve cette Mhm. idée des sous communs, ce qu'il y a dessous, quoi. Et aussi ne pas en rester à ce qu'on nous interdit de voir, à l'invue, au règne du visuel ou du visible, ça Ouais, ouais. dépend quelle formulation on utilise. Euh, cette question du voir, sans l'idéaliser.
en fait. Je pense que c'est une idée qu'il faut continuer à travailler et à creuser. Et autrement, quand vous notez cette capacité des cinéastes que j'ai modestement réunis, hein, je cite des cinéastes très très importants qui ne sont pas, que j'ai pas analysés. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est une micro-histoire, un peu à ma façon, une esquisse du cinéma le plus contemporain, mais pour faire une véritable histoire, il faut vraiment prendre les films à bras-le-corps ou de plein pied et vraiment entrer dans une vraie réflexion, quoi, et voir ce qui est important dans ces films-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à écrire une vraie histoire du cinéma. Alors évidemment, j'ai pas travaillé sur Wong Bing, j'ai pas travaillé sur Lavdiaz, qui auraient pu être des cinéastes qui ont été convoqués, mais de la même façon, par rapport au cinéma algérien, moi je considère que c'est un cinéma absolument majeur aujourd'hui. Des cinéastes comme Hassan Ferrani, comme Jamel Kerkar, comme Nabil Djedouani, comme Nariman Mari, sont des cinéastes qui m'intéressent beaucoup et qui à chaque fois, j'en ai cité quelques-uns, je pourrais en citer d'autres qui font des films, qui ont fait des films récemment, qui en font actuellement, qui inventent des choses. Et quand un visage, un paysage, un geste apparaît, il y a quelqu'un. Il y a quelque chose qui se passe, qui existe, qui donne un peu espoir dans le poids de ces femmes et de ces hommes. Il y a une vraie physique, quoi, qui existe dans ces films, en même temps que des imaginaires. Mais c'est des imaginaires qui s'imaginent depuis quelque part. Est-ce qu'il y a parmi les films que vous citez et sur lesquels vous travaillez dans ce livre, est-ce que il y a quelque chose, moi, qui j'aimerais parler de vous, partager avec vous quelque chose qui d'ailleurs réunit, selon moi, les cinéastes algériens que vous avez nommés, et il y en a d'autres, mais aussi Hassan Salhab, mais aussi Perceval et Claude, c'est la notion d'image manquante. Et qui pour moi est très importante. Et juste là, pour le coup, ouvrir une petite parenthèse pour que vous compreniez bien, que je puisse contextualiser ce que je vais vous dire. En fait, par rapport au cinéma algérien, j'ai cette impression que ces cinéastes-là, comme Teguia ou Ben Smaïl, cette génération-là, mais aussi celle d'après, à savoir Hassan Falhani, Nabil Djedouadi, tous ces gens-là, il y a comme cela une image manquante qu'ils essayent de retrouver en se réappropriant le territoire algérien, qui avait été laissé plus ou moins en jachère ou quelque chose de ce genre. Et pour moi, cette image manquante, c'est la mort de Boudiaf, qui était censé être en direct et à qui on a retiré une image, celle où on le voit se faire assassiner. Et cette image qui existe, mais qu'on a retirée, ça a un lien aussi avec le film d'Abraham Zapruder sur l'assassinat de Kennedy, cette fameuse image, enfin ce fameux film en direct où on voit la mort en direct. C'est ce qui a eu des répercussions sur le cinéma américain des années 70 avec les road movies. Jean-Baptiste Toré le dit 1000 fois mieux que moi, donc, mais c'est un peu ça. Et j'ai cette impression que la mort de Boudiaf, cette image qui existe, mais qu'on a retirée, qu'ils ont retirée, donc une image qui manque, j'ai l'impression que tous ces cinéastes-là, mais aussi les cinéastes comme Hassan Salhab, les cinéastes comme Claude Perceval, sont dans cette idée de se réapproprier un territoire dans lequel ils vivent, depuis longtemps, depuis toujours, mais de se le réapproprier autrement, en filmant autrement, en intégrant aussi d'autres gestes artistiques, la musique par exemple, Teguia ou alors l'Heroic Land, la musique est très très importante dans l'Heroic Land. C'est juste une théorie, et j'aurais voulu en discuter avec vous, parce que vous-même, vous avez proposé des théories, donc pas des théories, parce que c'est pas le mot que vous aimez utiliser, mais plutôt des désirs comme ça, des suggestions, et j'aimerais voir avec vous, partager avec vous cette idée-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une belle idée à propos que je n'ai pas travaillé, mais qui m'intéresse beaucoup en fait. Donc comme ça, c'est un peu compliqué d'y réagir précisément, mais ça me donne envie d'y réfléchir un peu précisément. En effet, j'avais pas formulé la chose ainsi, mais je vois précisément, sans être voyant, encore moins visionnaire. Mais je vois ce que vous touchez en fait. Alors je sais pas s'il faudrait l'appeler l'image manquante,
puisque ça Oui, convainc peut-être. avant tout qui est dans sa formulation, a une espèce comme ça d'emprise, soit philosophique, soit chez un autre cinéaste. Mais oui, assurément. Après, ce qui me marque chez ces cinéastes, c'est le rapport qu'ils ont à la fois à l'histoire de l'Algérie, disons, plus ou moins proche, plus ou moins immédiate. Moi, je suis toujours, quand je fais cours tous les ans avec des étudiants à distance sur la clôture de Tariq Teglia et ce film qui existe en fait juste en sortant de la décennie noire, en fait. Il y a quelque chose qui comme ça, et, en fait, a une pensée extrêmement profonde historiquement, en fait, et une énergie, et qui en même temps se connecte terriblement en fait avec les soulèvements en Algérie qui existent encore aujourd'hui. Et ce sont pas les soulèvements qui manquent, ce sont pas mais il y a des images qui manquent. Alors, quant à cette question d'une image qui manquerait dans le passé, il y a quelque chose quand même qui m'intéresse encore plus, je dirais, chez ces cinéastes, c'est que je suis pas totalement, disons, certain qu'il y a quelque chose qui manque dans la représentation, dans la visualisation, dans l'image d'un passé. Mais s'ils ont la nostalgie ou le manque de quelque chose, c'est le manque de futur ou c'est la nostalgie du futur, en fait. Et je crois que tout le travail, disons, historique, archéologique qu'ils font dans une histoire plus ou moins proche, dans une recherche, ce sont des films de recherche, en fait, eh bien, ils tendent tous vers les futurs. Et c'est pour ça que j'ai attaché autant d'importance à ces 70 secondes que Tariq Teglia a réalisé pour les 70 ans du Festival de Venise, puisque pour moi, ce film phrase, en fait, de 70 secondes, pourrait servir comme ça de marqueur ou de petits mots qu'on aurait dans la poche quand on est cinéaste aujourd'hui. Bon, on voit Tariq Teglia au montage, en fait, hein, Oui. pendant le montage de Révolution Zenge. Et il y a sur l'écran de montage, le logiciel, un homme qui porte un foulard hein, sur le visage. Et ça raccorde, ça alterne avec une jeune femme qui s'appelle Nala. Bon, il y a le film Nala dans l'histoire du cinéma algérien, dans les liens avec le Liban est absolument majeur, très très important. Et cette femme, en fait, qui est activiste gréco-palestinienne, active ou réactive quelque chose. C'est une réactiviste des sens communs. Elle est de dos, elle se retourne précisément et on entend une voix. Le montage du film qui dit en fait que le cinéma demain toujours dira « ici, il y a quelqu'un ». Donc cette manière d'affirmer le « ici », de faire non pas apparaître, mais une vraie parution de ce visage comme ça, de cette Naala, et qui regarde non pas l'axe de l'appareil, qui regarde non pas la caméra, mais qui regarde comme ça en légère diagonale dans une direction qui sans doute dit quelque chose du demain, qui est du côté du voir précisément. Et s'il y a des horizons pour ce commun, peut-être qu'il est du côté du regard de cette Naala, de celle qui deviendra Naala dans Révolution Zenge. Voilà. Une petite parenthèse, Farouk Beloufa devait jouer le rôle du journaliste algérien qui était resté au Liban et qui est joué finalement par Hassan Salhab. Et je trouve que ça aurait été une idée lumineuse que ce soit Farouk Beloufa qui joue ce personnage, alors qu'il lui-même est l'auteur personnellement, je trouve, le plus beau film algérien qu'on ait fait, et un des 5 plus beaux films de l'histoire du cinéma, qui est Nella. Donc, c'est un film qui me parle énormément. C'est un film sur lequel j'aimerais beaucoup travailler. Alors là, bon, je travaille sur des films, donc disons à partir de 2015. Je crois que Nala, c'est 80 ou 79, quelque chose comme ça. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Donc, bon, ça demanderait un autre travail, mais je crois que vous parliez de manque, je crois qu'il faut se mettre au travail du côté du cinéma algérien, du côté des chercheurs. Là, il y a quelque chose d'extrêmement vivant et il faut aussi faire de la recherche c'est aussi notre rôle de faire de la recherche qui
qui appuient, qui aident, qui accompagnent les cinéastes. Et il faut aussi, nous, qu'on s'active pour ces cinéastes qui sont si importants, quoi. Là, il y a quelque chose qui compte et qui n'est pas simplement de la générosité, de l'appui, etc. Mais moi, je pense que là, c'est là où c'est un combat qui nous est pas du tout imposé, mais qui justement qu'il faut prendre en main et il faut défendre ces cinéastes-là. Voilà. Ah, mais vous prêchez un converti, je les suis depuis qu'ils ont commencé à faire leur court-métrage. Donc, je suis même très content de l'entendre, ça. Enfin, je veux dire, ça me touche particulièrement. Il y a quelque chose aussi qui relie les films que. Alors, je voudrais quand même qu'on parle de votre style. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, en tant que. Enfin, mon premier métier est critique de cinéma, donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup le style. Vous avez une manière de faire vivre vos personnages. C'est très vivant. Vous allez vraiment, en fait, vous êtes réellement dans l'idée même de parole, c'est-à-dire de rapprocher deux choses, de comparer deux choses, et vous comparez beaucoup des images. Voilà, vous travaillez beaucoup sur la notion d'image, et quand on lit vos textes, qui d'ailleurs ont été publiés, c'est des textes qui ont été publiés sur des revues. Quelles revues ont été publiées ces textes-là? J'aimerais bien savoir. Je sais qu'il y a Débordement, si je ne me trompe pas. En fait, oui, c'est-à-dire que souvent les textes ont été écrits très rapidement après l'expérience du film. Et bon, il y a eu ensuite un temps de latence, de réflexion, de recherche, de dialogue avec les cinéastes. Donc il y a souvent une première version qui est apparue dans une revue ou dans un chapitre de livre. Et puis je les ai quand même largement remaniés pour le livre. Je les ai augmentés, développés, repensés. Oui, il y a des revues diverses. Il y a la revue Multitude qui avait accueilli le texte au sujet d'un film de Tarek Tegia dans un dossier qu'avait dirigé Yves Citon, qui a eu la gentillesse de me demander ce texte quand j'avais échangé oralement. Donc d'abord, il y avait aussi un temps d'oralité en fait, avec Yves Citon qui est un penseur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui ouvre beaucoup de chantiers aujourd'hui. Et qui ensuite est passé au temps de l'écriture. Oui, il y a eu Débordement qui a accueilli plusieurs... très bon site. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, il faut y aller, ça fait des années que ça existe. Un magnifique laboratoire d'images et de sons. Je trouve ça fascinant. Dans Débordement, je dois beaucoup à quelqu'un qui s'appelle Raphaël Newyer, qui a accueilli, qui a accueilli un peu mon travail gentiment, avec qui notamment j'ai fait un très long entretien le lendemain de la projection de l'Heroic Land, la première projection mondiale de l'Heroic Land, et c'est comme ça un peu que les choses se sont un peu déclenchées. Donc oui, je n'oublie certainement pas que Cinéma en commun est un livre avec un auteur écrit sur la couverture, mais qui doit beaucoup à beaucoup de monde, beaucoup aux cinéastes, aux films, mais aussi aux personnes avec qui j'ai pu échanger au sujet. Bon, par exemple, pour Pierre Creton, c'est Rodolphe Holsez qui m'avait demandé un petit texte le lendemain de la projection d'un film au feed en fait, pour la revue à bras le corps. Donc ce sont voilà, j'ai tendance à écrire, non pas à être dispersé, mais ne pas forcément être dans l'unité dans les lieux qui accueillent mes textes ou qui ont la sympathie d'accepter d'accueillir mes textes, étant entendu que, sauf à une exception, parce que c'était une commande, je n'édite jamais mes propres textes en tant qu'éditeur. Voilà, éditer, c'est d'abord éditer les autres, c'est accueillir les autres, c'est penser avec eux, c'est apprendre beaucoup de choses d'eux. Et là, Gary Teicher, qui dirige les éditions de l'Œil, quand il a reçu ce manuscrit, ce regroupement de textes qui était en train d'être retravaillé, a tout de suite dit oui, en fait. Donc j'étais très heureux parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Bon, évidemment, je sens une espèce de fraternité entre de l'Incidence Éditeur et les éditions de l'Œil. J'ai l'impression qu'on partage beaucoup de choses, on travaille d'une manière assez similaire. On ne se connaissait pas personnellement, mais la jonction pour moi était évidente. Et si le désir de publier un manuscrit chez un éditeur, s'il avait fallu choisir comme ça l'éditeur de mes rêves, ça aurait été les éditions de l'Œil, donc le rêve est réalisé.
Mais c'est ça, ça reste encore, oui, effectivement, une espèce de territoire familier. Et pour revenir à vos textes, en fait, je n'avais jamais lu enfin, j'avais pas lu vos écrits, je vous avais pas lu avant de connaître ce bouquin. Je m'en excuse, mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est donc par rapport au style. À chaque fois que je reçois un invité, un écrivain ou un essayiste, je m'intéresse toujours. Pose la question sur le style, c'est quelque chose qui est pour moi est très important. Et vous travaillez beaucoup sur cette notion d'image, en fait. Et ce qui, pour moi, est vraiment le sens même de la critique de cinéma, à savoir que lorsqu'on lit un article, généralement, on essaye de visualiser ce que essaye de nous faire partager le critique de cinéma. Mais là, c'est encore beaucoup plus intéressant, c'est que les images, vous les décrivez et on les voit. Ces images, on ne les voit pas seules, mais on les voit avec vous, en fait. Il y a toujours cette notion de voir. On n'est pas seul. Et donc, ça donne quelque chose de très, très vivant et on vous suit. C'est comme si on était finalement dans la même salle de cinéma où vous avez découvert ce film. Et c'est un rapport que vous entretenez comme ça avec le lecteur que je trouve assez intéressant et qui en même temps est à l'image des films que vous pas défendez, mais que vous accompagnez dans le livre, je trouve. Bon, ça fait beaucoup de compliments. Ah non, c'est pas du tout. Je suis désolé, c'est dans ma manière, c'est ma façon de parler. Je suis désolé, vraiment. Disons que l'écriture telle que j'essaie de m'y mettre, alors déjà c'est beaucoup de travail, mais pour moi, c'est les cinéastes que j'envisage, c'est des vrais travailleurs aussi. Et le travail, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Mais disons que c'est une pratique, l'écriture, c'est du faire. Et je dirais que ce faire concerne le voir, donc c'est du côté du faire voir. C'est une modalité de la description qu'on pourrait rapprocher de ce que les anciens appelaient l'exphrasis, qui correspond à toute une tradition comme ça de l'analyse. Mais je suis très attentif à la question de la pratique, du faire en fait, et quand il est en lien avec le voir, en fait, je dirais pas le visible ni le visuel, mais plutôt le voir. Oui, je pense qu'il faut faire voir autant que et c'est en faisant voir qu'on fait penser, mais pas faire croire. C'est pas la même chose. Voilà. C'est pas de la crédulité. Disons, ouais. C'est plutôt du partage du visible. Et ça, c'est très important, je pense, par les temps qui courent, de ne pas être dans du faire croire quand on est dans l'écriture, dans une modalité narrative qui ferait comme ça passer des idées. Et c'est pour ça qu'il y a... Bon, j'essaie de soigner le style le plus possible, mais en permanence, en étant dans une espèce de fidélité, disons, à l'expérience des sons et des images, ce qui a été vu et ce qui a été entendu. Et c'est pour ça que j'étais très, très séduit, disons, et très heureux par l'idée de l'éditeur, qui n'est pas la mienne en fait, hein, mais et c'est bien la preuve qu'il a compris le projet et le livre, de finir le livre avec ce cahier d'images en fait. Vous avez été trop rapide. Vous avez été plus rapide que moi. J'allais vous le dire. J'avais même préparé j'avais commencé. C'est la véritable conclusion du livre, en fait, qui n'est pas un rappel comme ça, mais qui est une espèce d'explicite, voilà, pour l'ouvrage. Non, mais c'est exactement ce que j'allais vous dire, en fait. J'allais vous dire, je trouve qu'on est encore dans l'idée même de voix parce que vous terminez le livre et c'est pas des images, c'est vraiment des captations comme ça. Et je suis très content que vous ayez précisé aussi que c'était votre éditeur qui vous l'aviez suggéré. Et en regardant tous ces qui sont extraordinaires, on a comme oui, on a aussi un aperçu en image de ce que vous dites. Par contre, il y a quelque chose. Alors, ça va vous paraître peut-être un peu long, mais je trouve ça fascinant. C'est le post-scriptum du livre. Vous l'aviez évoqué au début de l'interview, et vous convoquez un texte de Franco Fortini que je n'ai pas lu, que je connaissais, mais que je n'ai pas lu. Et ça, c'était Lettres aux amis de Plaisance. Et permettez-moi de le lire. Et je sais que ça peut peut-être paraître un peu, mais enfin. C'est pas grave, j'ai envie de le lire parce que je trouve ça vraiment intéressant. Donc, c'est le PS.
post-scriptum du livre. Avant cela, vous dites aussi que les cinéastes de ce livre réalisent d'ores et déjà d'autres films. J'attends avec impatience le prochain Teguilla. Voilà, ça c'était dit. Et des poussées afférentes existent aujourd'hui. Et vous citez d'autres cinéastes comme notre ami David Dion. D'ailleurs, vous avez parlé de Dérive TV de David Dion. Voilà, Maria Kourkourta, Jamel Kerkar, des amis de cinéma, et Aminatou Echar aussi. Et il y a ce post-scriptum qui dit: en 61, Franco Fortini écrivait, d'où une proposition absolument romantique dans l'acceptation réelle de cet adjectif, une proposition portant sur le devoir-être. Toute l'histoire de l'Occident moderne a été une histoire d'individus et de minorités qui ont choisi de ne pas servir l'inévitable et le nécessaire. Plus loin, il écrit: c'est l'histoire de ceux qui ont décidé, seuls au pluriel, de ne pas être seuls. Ça aussi, vous l'avez, on en parlait dans l'entretien. Et là, vous écrivez, et ça, c'est ça que je trouve très intéressant, sans doute que si l'on ne s'en tient pas aux seules avancées de l'Occident, les percées possibles du cinéma passent par une forme de solitude qui travaille à la fois l'adresse et des expériences susceptibles de déplacer le regard et l'écoute. Ces aspects mènent ainsi à repenser l'utile autant que le nécessaire dans l'optique d'un cinéma politique. Se défaire de ce qui est nécessairement et communément admis comme utile au risque d'être petit, en marge, ou dans la minorité sans chercher à s'en réjouir, entre parenthèses, laissons l'autosatisfaction à d'autres, ce qui effectivement est du tout pas, enfin c'est pas ce qui représente les films que vous accompagnez. Et vous dites: ne conduit-il pas à une pensée non pas tant commune que du commun? Cinéma en commun, de ceux qui souvent seuls ont décidé de ne pas être seuls. Ce sont des films extrêmement, peut-être, qui endossent faussement le costume de quelque chose de politisé, mais qui ne le sont pas du tout, de par leur manière de questionner, de par leur manière de travailler. Ah oui, il y a aussi un truc, de par leur manière de par la durée de fabrication. Ça les rejoint à peu près tous. Ça, la manière. Et je trouve que s'il y a quelque chose de politique, c'est dans l'acceptation de la durée du film, mais aussi l'acceptation de la durée du projet pour faire ce film. Moi, je trouve que c'est ça la politique dans cette histoire. Oui, bien sûr, mais c'est ce que j'appelle le travail, hein. Et le travail, ça demande de la durée, ça demande de partager du temps, des espaces, en fait, qui sont parfois refusés par le cinéma et son exploitation, mais je dis parfois, donc parfois ils ne le sont pas, et ça permet de frayer des possibles et de rendre ces films, de renverser la notion de nécessaire, quoi. Et d'utile. Merci beaucoup d'avoir lu cette phrase de Fortini que j'ai découvert un peu tard. C'est pour ça qu'elle est en post-scriptum du livre. Et puis Fortini, bon, c'est un penseur qui est important pour moi, notamment dans ces espèces d'écrits en tension ou en querelle avec Pasolini, et puis aussi la manière dont Struve et Huillet ont travaillé Les Chiens du Sinaï, un texte pour un film qui s'appelle Fortini Cani. Et en lisant cette édition récente, en fait, cette traduction récente aux éditions Nous, des textes de Fortini, je suis tombé sur cette phrase qui comme ça, est remontée comme ça et qui était valable pour l'Occident, mais qui pour moi, là, avait une résonance internationaliste, en fait, précisément, et qui n'était pas du tout du côté de l'autosatisfaction, du marginal, etc. Je crois que moi, j'ai tendance à pas du tout aimer les postures, et je crois que ces cinéastes-là sont pas du tout du côté de l'affecterie. Alors ça, c'est un autre problème que j'ai avec beaucoup de films contemporains qui sont très affectés, et je crois que ce qui les caractérise, c'est que, alors c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, hein, moi je pense que c'est des cinéastes qui sont un peu vrais, qui refusent toute falsification. Et quand ils s'impliquent vraiment, ils y vont vraiment. Et y aller vraiment, et ben parfois, c'est y aller seul, mais pour ne plus être seul. Je terminerai sur une petite chose qui est d'ailleurs une espèce de continuité de ce que vous êtes en train de dire, c'est que si un jour Tariq Teguilla a cette ingénieuse idée d'écrire l'histoire de fabrication de Révolution Zenj, c'est exactement ce que vous étiez en train de dire, à savoir qu'il faut aller vraiment jusqu'au bout, et je sais voilà,
parce que son premier assistant réalisateur, Omar Belkacemi, que je connais, qui est aussi réalisateur algérien, d'ailleurs, c'est un réalisateur algérien, et qui me racontait que c'était incroyable, c'était impressionnant, et c'est ça, je pense, la force politique, si tant est, il y a politique, mais ça reste avant tout du cinéma. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, Cinéma en commun, qui a été publié l'année dernière, si je ne me trompe pas, donc en 2020, qui est édité chez les éditions de l'Œil. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous et j'espère qu'on se retrouvera très très vite parce que je pense que notre conversation n'est pas encore terminée. Il faut continuer. Il faut continuer le dialogue. Merci infiniment pour votre lecture et de m'avoir accueilli. C'est moi qui vous remercie. Mais je vous en prie. Robert Bonamy, c'est Cinémas en commun et c'était édition de l'Œil. C'était vraiment un plaisir. Vous retrouverez sur la page dédiée à cette conversation, bien évidemment, tous les renseignements qui vous permettront de vous procurer le livre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vais lancer le générique. Merci beaucoup, Robert Bonamy, pour la générosité de vos propos. C'était très agréable, en tout cas. Merci à vous. Merci. Générique, c'est parti. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.